Ah oui, c'est vrai. Pas de Ligue 1 ce week-end, mais l'actu Messine ne s'arrête pas. Au programme, un match amical, les internationaux en quête de Coupe du Monde et les féminines toujours en action. On fera aussi le point sur un début de saison du FC Metz bien en dessous des attentes, 7 matchs et bon dernier de Ligue 1. Nos chroniqueurs du jour vont vous dévoiler leur flop de ce début de saison et auront la difficile tâche de trouver des satisfactions. Et oui, ce sera très difficile. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver sur Moselle TV. L'actualité du FC Metz continue, même si c'est la trêve internationale. Et à mes côtés, pour en parler, des chroniqueurs. À ma gauche, un chroniqueur qui a porté le numéro 23. Non, je ne vous parle pas de LeBron James ou Michael Jordan, mais c'est bien mieux que cela pour les supporters messins. Yenny Nbakoto, comment ça va ? Salut Mathéo, ça va très bien, merci. À ma droite, il manie mieux sa plume pour parler des inaugurations du département plutôt que de tirer un pénalty en lucarne droite. Rémi Alizine. Il était passé pas loin le pénalty. Oui. Bonsoir à tous. Pas loin dans un très grand but. Ça commence très mal. Et à tes côtés, il porte tous les maillots, présentateur, chroniqueur, commentateur. Mais celui que je préfère, c'est quand il porte le maillot de meilleur buteur du tournoi des journalistes. C'est vrai. Aymeric Guillaume. Heureusement que j'étais là. Salut Mathéo. Et messieurs, mais les présentations sont faites. Nous allons parler donc de l'actualité de la semaine du FC Metz. Et pour commencer, donc, comme je l'ai dit, pas de match de championnat, mais un match amical pour le Football Club de Metz. Donc c'était face à Waldhaus Mannheim, 11e de Détroit allemande. Et le FC Metz est revenu vainqueur de ce match, 3-0. Un but d'Ibou Sané à la 34e minute, Brian Maggio à la 64e. Et en toute fin de match, en dédicace à Rémi Alizine, un but de Joël Assoro pour conclure le tout. Une victoire donc 3-0. Aymeric, on était ensemble à la rencontre. Qu'est-ce que tu en as pensé ? Qu'est-ce qu'il faut en tirer de ce match amical ? Eh bien que quand tu joues comme ça face à une équipe autre que Ligue 1, tu gagnes. En fait, c'est à peu près le même schéma de jeu qu'on a vu depuis quelques rencontres maintenant, sauf que là, ça passe. J'ai bien aimé dans la présentation, ils ont gagné contre le 11e d'une Détroit allemand, j'ai envie de dire presque heureusement. Après, oui, je pense que Yenny acceptera, mais c'est la confiance, c'est remarquer des buts, c'est ne pas encaisser. Donc évidemment, ça doit faire plaisir d'un côté, mais on en parlera encore du bricolage, il y a... Beaucoup de c'est un léger soulagement, histoire de se rappeler que sur les visuels, on peut mettre des victoires en fin de week-end, quoi. Effectivement, c'est pour l'instant les seules victoires du FC Metz sont en matchs amicaux. Il y a eu des tests réalisés par Stéphane Lemignan. Je vous propose déjà de l'écouter et on en parle ensuite. Une équipe allemande de qualité, même si c'était une 3e division ? Ouais, le championnat allemand est de qualité, donc la 3e niveau, ouais, je pense que c'est une bonne équipe. En tout cas, elle a essayé de poser des problèmes, mais c'était un bon match, c'est vraiment un bon match amical. C'est bien, c'est intéressant pour tout le monde. On a vu des petites expérimentations, notamment Jesse Deminguet au poste de piston gauche. C'est quoi, c'est un coup d'un jour ou c'est une idée pour la suite ? C'est pas forcément que pour un jour. Jesse a des qualités. On sait que c'est une zone où on est un petit peu en difficulté depuis le début de saison. Et aujourd'hui, Balotelli n'était pas opérationnel, Michel Mboula non plus. Donc il a joué là, il a fait une bonne partie aussi. Donc c'est des choses intéressantes à voir. Comment est l'ambiance dans le groupe là, avec ce début de saison difficile ? Comme toujours, hein, on travaille bien dans l'ambiance, on rigole. Mais tout en étant sérieux et être conscient de ce qui nous attend. Et voilà. Pas question de lâcher encore ? Non, on lâche pas. C'est juste le début de la saison. Et on va tout faire pour atteindre nos objectifs, comme je dis. Yenny, comme le dit Stéphane Lemignan, il a testé Jesse Deminguet arrière-gauche. T'en penses quoi, toi ? Pour être franc, je ne suis pas totalement fan, parce que je trouve que c'est un vrai joueur de milieu de terrain et il y a beaucoup d'options qui peuvent s'offrir à lui. Je pense que il y a un moment, on parlait de Bologna qui avait testé Kwao, je pense, côté gauche. Il y a Colin qui est là, qui peut aussi dépanner à gauche. Donc il y a beaucoup d'autres options, je pense, qui sont un peu plus fiables que Jesse Deminguet.
Donc pour ma part, je suis pas très fan de ce choix-là. Après, bon, qui sait, hein, ça se trouve que c'est une petite reconversion pour lui aussi. Mais voilà, je le préfère dans le milieu de terrain parce que c'est plus un joueur de milieu de terrain que sur un côté. Rémi, justement, on en a parlé tout à l'heure en off, il y avait Alpha Touré qui avait déjà joué à ce poste en championnat. Forcément, on pense à lui parce qu'il a un profil plus défensif pour laisser Deminguet justement au milieu de terrain. Toi aussi, tu as un peu le même avis que Yenny, j'imagine? Moi, ça me dérange qu'on en soit encore à faire des tests sur un poste qu'on savait vacant depuis à peu près un an. On savait que l'homme fort et qu'à l'homme fort, Mathieu Hudol allait partir, qu'il allait falloir le remplacer. La solution Ballo-Touré est arrivée un petit peu tard. Et on est un joueur qu'il faut préserver. C'est une très bonne solution dès l'instant où il est à 100%, mais on s'aperçoit que c'est quelqu'un qui a du mal, et en tout cas qui va l'avoir dans les semaines à venir à enchaîner les matchs. Alors je préfère qu'il soit préservé plutôt qu'il joue ce match amical, mais ce qui me dérange, j'ai l'impression que dès l'instant où un joueur a un pied gauche, Stéphane Lumignan a choisi de le tester à ce poste-là. Bon, parmi les solutions, moi la solution Alpha Touré, qui avait fait ça avec sérieux, certes sans apporter grand-chose sur le plan offensif, avec parfois où tu avais envie de le pousser pour qu'il dédouble, mais c'est pas naturel pour lui. Je trouvais que c'était peut-être la moins pire des solutions. En tout cas, ça me dérange fortement qu'on en soit encore à faire ce type de test, surtout quand ça concerne un garçon comme Deminguet qui, quand il évolue à son poste, est une plus-value en Ligue 1 dans une équipe qui, même si elle ne gagne pas, c'est quand même un joueur dont le niveau médian est plutôt pas mal. On parlera plus tard du milieu de terrain. Moi, j'ai pas envie de le dépouiller, même s'il n'est pas forcément titulaire. Deminguet, pour moi, ça doit être un joueur du milieu de terrain du FC Metz. Moi, ce qui me surprend un peu plus, c'est qu'on ne fasse pas jouer un jeune comme Yannis Lawson. Il est rentré en fin de match à droite, presque j'ai envie de dire en ailier droit. Si aujourd'hui, il n'a pas le niveau Ligue 1, qu'on peut peut-être comprendre parce que c'est un niveau assez exigeant, pourquoi ne pas commencer à l'aligner et à le faire jouer aux côtés de joueurs qui ont cette expérience-là dans des matchs amicaux comme ça? C'est à ce moment-là que tu dois le faire jouer, je pense, plutôt que de faire jouer Jessie Deminguet et laisser Jessie Deminguet au milieu de terrain. En tout cas, on est sur un gros pari manqué pour lui. Parce que c'est vrai qu'on a quelqu'un dont c'est le poste qui était performant en D2 belge, dont on pouvait penser qu'il serait apte à faire la doublure ou au moins être testé dans ce type de match amicaux. Je suis d'accord avec toi. Je pense qu'avec la D2 belge, aujourd'hui, tu as le niveau pour jouer contre le 11e de 3e division allemande dans les matchs amicaux. Et pourtant, il a vraiment disparu. C'est réserve, quoi. Donc, très certainement qu'on a surévalué son niveau au moment de le recruter. Parce que c'est vrai que ça me paraît très surprenant quand même. Effectivement, sûrement de la patience avec lui. On va attendre pour Yannis Lawson. On a vu aussi, pour information, on a aussi vu Kofi Kouao jouer beaucoup attaquant droit lors de cette rencontre. On verra bien comment ils joueront ce week-end. Mais bon, en tout cas, voilà, les tests sont faits, c'est des matchs amicaux, c'est fait pour ça. Enchaînement ensuite, les féminines du FC Metz qui sont victorieuses en Coupe de la Ligue ce week-end face au Stade de Reims. C'était à l'extérieur, une victoire 3 buts à 1. Les féminines, donc, pour rappel, sont dans le groupe de Auxerre. Elles avaient gagné 4-1 il y a quelques semaines et aussi dans le groupe de Reims, Dijon et Strasbourg. Donc le FC Metz doit, pour se qualifier en quart de finale, terminer première de ce match, de ce groupe. Aymeric, tu les suis souvent, les féminines. Forcément, il y a une belle dynamique qui est enclenchée. Ça s'enchaîne et c'est beau. Là, on voit ces images. C'est toujours beau à voir. Il y avait eu la petite crainte de la première journée contre l'OGC Nice à domicile où il y avait eu ce rendez-vous manqué, une défaite inaugurale en seconde ligue. Elles ont justement enchaîné tout de suite avec la Coupe de la Ligue et Auxerre. Et là, on se rend compte que il faut. Alors, ça a beaucoup tourné. J'ai regardé un petit peu la composition d'équipe. C'est une compétition qui sert aussi à faire tourner, à faire jouer de plus en plus de jeux. C'est très bien de voir que ça prend et que ça permet d'avoir des scores assez larges. Surtout que Auxerre, c'était comme une équipe un cran au-dessus de Auxerre à ce moment-là. Donc non, la dynamique est bonne, elles enchaînent les victoires, on espère que ça continuera comme ça, mais je pense que du côté de Marine Morel, qui fait évidemment la saison de la confirmation pour elle en tant qu'entraîneur, ça doit être un bon soulagement. En tout cas, les féminines joueront ce dimanche 19 octobre prochain au stade Saint-Symphorien. Ce sera face à Toulouse et c'est l'acte 2 puisqu'elles avaient déjà joué la saison passée, rappelez-vous, contre Lille et 8000 spectateurs étaient présents. Enchaînons aussi donc avec nos Grenats qui visent la Coupe du Monde avec un Géorgien, Djordje Tsitashvili, qui n'a pas joué la rencontre face à l'Espagne. Samedi soir, une défaite 2-0 aux éliminatoires de la Coupe du Monde. La Géorgie est actuellement 3e de son groupe derrière la Turquie. La Turquie qu'ils affronteront justement ce mardi à 20h45. Un match peut-être déjà décisif pour la qualification à la Coupe du Monde. Et aussi bien sûr le Sénégal avec Cheikh Sabali et Habib Diallo qui sont revenus largement vainqueurs contre le Soudan. Yenny, bien sûr, les éliminatoires de la Coupe du Monde, ça fait toujours rêver. On vise la Coupe du Monde et on espère forcément de nombreux Grenats pour la prochaine Coupe du Monde.
Ce serait bien, ce serait un point positif aussi pour le club d'avoir des joueurs en Coupe du Monde. Donc malgré une saison qui s'annonce très difficile, je pense que c'est un point assez positif. Et voilà, j'espère pour eux qu'ils vont réaliser leur rêve de jouer une Coupe du Monde parce que c'est pas donné à tout le monde. Surtout qu'on a vu Cheikh Sabali rentrer en cours de jeu et être décisif avec une passe décisive. Mais Habib Diallo, lui, n'est pas rentré en cours de match. Petite frustration d'ailleurs pour Habib Diallo. Justement, on parlait des matchs amicaux qui est le fait de pouvoir faire tourner. Là, Habib Diallo qui part en sélection, donc il va faire les déplacements, qui d'ailleurs malheureusement ne joue pas. Alors évidemment, c'est pas le problème du sélectionneur, le Cap Diallo, mais pour l'FCMS, ça doit être un petit peu frustrant de voir que il est cantonné sur le banc alors que je pense que face au Soudan, il avait peut-être l'opportunité de pouvoir gratter quelques minutes, sachant qu'il a attendu au tournant ici à Metz. Ils recevront d'ailleurs la Mauritanie, donc mardi. Et mentalement, je pense que pour lui, ça aurait fait aussi du bien de rentrer sur ce match-là pour avoir un petit peu plus de confiance. En plus, quand on voit le score large. Tu dis qu'il y avait des occasions de marquer avec ce qu'il y a autour de lui en joueur. Voilà, c'est exactement ça. Pour lui, c'était une belle opportunité. Malheureusement, il n'a pas joué, mais espérons qu'il va revenir frais. Après, devant lui, il y a aussi des attaquants qui jouent dans des plus gros clubs. On sait Jackson qui était à Chelsea, qui est maintenant au Bayern. C'est pas rien, sachant que lui n'était plus appelé en sélection ces derniers temps. Ça joue aussi dans la tête du sélectionneur. C'est vrai que le Sénégal a une très très grosse nation avec des très très grands joueurs. Donc forcément, les places sont un peu plus disputées. Mais voilà, pour lui, personnellement, c'est vrai que c'est une petite frustration, je pense. Mais bon, à voir à son retour de sélection. Donc pour le moment, ils ont gagné 5-0. Donc il y a ce petit côté positif aussi qu'il faut noter, mais on espère qu'il va nous revenir frais et puis voilà, avec tout plein de confiance à pouvoir nous marquer des buts. On se dit au moins, Rémi, qu'il est rappelé en sélection, c'est déjà important parce que forcément, ces derniers temps, c'est ce que je disais, il n'était plus avec la sélection du Sénégal. Là, dans quelques mois, la CAN. Donc s'il est rappelé aussi en sélection du Sénégal dans 2 mois, c'est que sûrement il performera aussi avec le FCMS. Mais ce qui est bien, c'est qu'il est dans la position idéale pour être pleinement motivé avec le FCMS. C'est-à-dire qu'il a clairement en perspective une Coupe du Monde. Il ne fait pas un début de saison idéal avec le FCMS. Et pas scandaleux non plus. Hein. Il n'est pas dans une équipe où il est facile d'évoluer au poste d'avant-centre. Mais il est appelé. Certes, il ne joue pas, mais ça veut dire qu'il n'est pas loin d'être appelé dans une potentielle Coupe du Monde. Et il sait qu'il y a seulement 2 scénarios qui s'offrent à lui. Soit il fait une saison pourrie avec le FCMS, il ne la fera jamais la Coupe du Monde. Soit il performe, il met une dizaine de buts, ce qu'on espère, ce qui serait plutôt pas mal. Et il a failli dire 15 quand même. Et il a une chance quand même de disputer la Coupe du Monde. Mais ça veut dire que la dynamique de ce garçon, elle est idéale. Pour rappel, il était dans un championnat de D2 en Arabie Saoudite. Il n'était même pas dans l'élite, donc il était certainement disparu des radars du sélectionneur du Sénégal. Donc voilà, c'est un petit peu pareil pour Sabali, bon, avec toutes les limites que j'ai déjà évoquées sur ce plateau-là, mais on est avec un joueur qui, s'il fait une bonne saison, s'il a une bonne mentalité, ce dont on peut parfois douter, il risque de jouer une Coupe du Monde. Voilà, il y a cette perspective-là. C'est pareil pour les Géorgiens. Tsitashvili, il était titulaire avant à l'équipe de Géorgie. Alors, je ne connais pas toutes les raisons pour lesquelles il n'a pas joué là, mais certainement que Willy Sagnol a regardé les matchs du FCMS. Soit il ne l'a pas vu, soit il ne l'a pas vu évoluer à son meilleur poste. Et peut-être que lui aussi est en train de jouer sa place. Je crois que c'est surtout en Géorgie où il joue à gauche en plus. Il joue dans des idées à Stéphane notamment. Et bon, après, la Géorgie est loin d'être qualifiée pour la Coupe du Monde. Mais voilà, quand les joueurs ont cette perspective-là, qui est une perspective très personnelle, mais qui pourront apporter effectivement au club dans lequel ils évoluent. On va en reparler justement après de ces 2 joueurs dans une autre partie. Mais enchaînons tout de suite avec une nouvelle étape pour la sécurité des matchs du FCMS au stade Saint-Symphorien. Alors c'était vendredi dernier, le FCMS a signé un contrat local de sécurité aux côtés des autorités locales. Alors cela vise à renforcer les coordinations et la prévention lors des matchs à domicile. Donc c'est un dispositif en gros pour initié par la Ligue de football professionnel et plusieurs ministères. Donc tout ça pour améliorer les coordination autour des matchs professionnels. Donc je vous propose d'écouter Hélène Schrub qui en parle un peu plus. Tout à fait. Et puis, il faut savoir que la sécurisation de nos matchs au FCMS, c'est un enjeu majeur pour nous. C'est une priorité numéro 1. On veut que l'ensemble de nos supporters, spectateurs puissent venir au stade sans se préoccuper de leur sécurité. C'est notre rôle qu'on partage donc avec les autres services de l'État impliqués dans l'organisation. Il y a eu effectivement quelques incidents samedi lors du match de Marseille, puisqu'on a eu une dizaine d'individus cagoulés qui ont tenté de franchir une barrière pour pénétrer une autre tribune. L'intervention
l'intervention des services de sécurité privée du FC Metz a permis vraiment de circonscrire cet incident, même s'il était impressionnant. Il faut souligner qu'il n'y a eu aucun blessé, mais on ne peut pas se contenter de ça, puisque c'est vrai que ces incidents sont vraiment condamnables et le FC Metz les condamne. Et on veut appeler à la fois à la coopération avec toutes les forces en présence qui se passent très bien, mais aussi à la responsabilisation de nos supporters pour qu'ils condamnent eux-mêmes ces agissements dans leur rang et qu'on arrive vraiment à encore plus de sérénité dans nos stades. Rémi, on a vu plusieurs incidents lors du match contre l'OM. Forcément, c'est toujours important de lancer des démarches comme ça, des personnes qui travaillent depuis de longs mois sur ce genre de dossier. On a vu de nombreux acteurs, Pascal Bolo, le préfet de la Moselle depuis juin, Bernard Serin, Hélène Schrub. C'est des sujets importants forcément. De toute façon, il n'y a pas de mauvaise réunion quand il s'agit d'assurer la sécurité des gens qui vont au stade voir un Metz-Marseille et qui n'ont rien demandé et qui se retrouvent au milieu d'une bagarre alors qu'ils sont simplement là, parfois avec des gamins pour voir un match de foot. Donc forcément que ça va dans le bon sens. Voilà, moi j'espère que simplement autour de la table qu'il y a aussi les supporters, qu'on met aussi dans cette équation le déplacement des supporters, parce qu'un stade, il est beau quand il est sécurisé, mais aussi quand il y a la présence d'un petit peu tout le monde. Bon, voilà, c'est un vaste débat. Forcément, ce type de réunion, c'est une bonne nouvelle, mais ce type de réunion, c'est souvent jeté à l'eau quand 3 matchs après, tu as les incidents que tu as vus comme face à Marseille, où alors déjà sportivement, c'est pas un match qu'on avait envie de voir, mais quand en plus dans les tribunes, ça dégénère à ce point, c'est clairement un mauvais samedi. Parlons de terrain maintenant, et c'est peut-être plus intéressant encore, le terrain avec les tops et flops de l'équipe messine. Donc dans cette partie, nous allons nous pencher sur les satisfactions de ce début de saison. Je sais, c'est pas facile les amis. Je vous ai fait travailler ce week-end pour essayer de trouver un joueur ou en tout cas un secteur de jeu peut-être plus intéressant à développer. Et on va commencer par toi Yeni, qui veut nous parler donc de Jean-Philippe Gbamin. Oui, je trouve que malgré ce qu'on pensait de lui, on était un petit peu sceptique par rapport à sa venue. On se disait qu'il n'avait pas beaucoup de temps de jeu, qu'il était un peu blessé, etc. Mais aujourd'hui, je constate que c'est une valeur sûre. Malgré le fait que Metz encaisse beaucoup de buts défensivement, je pense que c'est un joueur qui sort du lot. Et c'est pour ça que je l'ai mis dans mon top. Parce que voilà, il dégage une certaine sérénité, il dégage une force que d'autres n'ont pas dans l'équipe. Et aujourd'hui, il fait partie de mes flops. Et je pense que même, on a vu qu'il peut être aussi efficace en marquant un but. Et je pense qu'il peut être beaucoup plus efficace aussi quand il faut monter sur coup de pied arrêté. Donc moi, je l'ai mis dans mes tops parce que c'est le joueur le plus régulier pour moi de l'équipe depuis le début de saison. Un joueur qu'on a vu, les amis, souvent titulaire à tous les matchs, dans une défense qui changeait à chaque fois, mais lui, il était toujours présent. Oui, il a levé une grosse incertitude quand il est arrivé. Alors on sait que c'est un joueur qui, il y a 2-3 ans, c'était un joueur de valeur, qui avait largement le niveau de la Ligue 1. On pouvait se poser des questions physiques. J'ai l'impression qu'il a quand même répondu. Il a fait tous les matchs. Il a répondu à ces questions de niveau, parce qu'effectivement, il dégage une certaine sérénité. Maintenant, on est obligé de remarquer que tu prends 5 buts à Monaco, il est là, 3 buts à Lyon, il est là, 3 buts au Paris FC, il est là. Donc ça ne suffit pas. Voilà. Lui tout seul, en tout cas, ne suffit pas. Il faut une stabilité autour de lui et il faut que les autres élèvent un petit peu leur niveau de jeu. Mais en tout cas, individuellement, on a l'impression que c'est quand même une bonne pioche. Surtout qu'elle est là, la stat intéressante, c'est le 7 matchs depuis le début de la saison. C'est-à-dire que dans une défense, comme tu disais, qui n'a pas arrêté de changer, il n'y en a que 1, voire 2, je crois que Kofi peut-être en fait aussi partie, mais il n'y a qu'un joueur qui a fait tous ces matchs-là, et c'est lui. Après, on pourra pointer du doigt ou non les fautifs sur les différents buts, comme tu l'as fait là, Rémi, mais c'est vrai que là, on en est venu à un petit peu être frustré de le voir sortir sur blessure contre Marseille, justement, où on a vu qu'il a manqué. Alors, le FC Metz tient le score nul à la mi-temps, ok, mais on a vu un avant et après aussi, quoi. Donc on espère que c'est pas très grave. Il n'a pas joué le match amical, il est quand même venu à Frascati. On espère qu'il sera disponible pour tous, qu'il fait partie justement de ce schéma défensif de Stéphane Lemay, des joueurs sur qui il doit s'appuyer.
Du coup, là, oui, forcément, il n'a pas été en sélection, et puis ce qui avait été le cas à la dernière trêve internationale. Puis aussi, c'est un joueur, en début de saison, on avait vu les matchs amicaux, beaucoup de supporters, dont moi inclus, on avait un peu peur de ses performances en début de saison, et finalement, il répond présent là en championnat. Et c'est le patron de la défense, vu que Sadibou Sané était absent. Oui, c'est surtout que la phase de préparation, elle n'a pas été facile pour personne, je pense. Elle a été un peu trompeuse. On pense justement aux derniers résultats là, face à Hoffenheim, où je dis qu'en fait, c'est difficile de tirer quelqu'un dans le positif dans ce genre de match. Mais voilà, c'était le temps de se remettre dans le bain. On a vu que la première journée, il était là et il a affiché un bon niveau. Donc on espère que c'est pas fini. On espère qu'il peut faire encore un petit peu mieux. Ce sera toujours bon à prendre pour le FC Metz. Et clairement, ça fait partie des tops de ce début de saison. Yenny, pourquoi aussi tu l'as mis dans tes tops? C'est que forcément, quand on a un patron comme ça dans un vestiaire, c'est hyper important. Peut-être toi, à ton époque, il y avait Sylvain Marchal, ce genre de joueur. Ça te fait penser un peu à ce genre de joueur? Ouais, c'est exactement ça. Je pense qu'il a beaucoup d'expérience. Il a fait beaucoup de matchs aussi au très haut niveau. Donc ça peut apporter aux jeunes autour de lui et ça peut apporter au vestiaire. C'est un cadre, hein. C'est un élément qui est très important. Je pense que Stéphane Le Mignon peut s'appuyer sur des valeurs comme Jean-Philippe Bamin et d'autres joueurs, mais lui en priorité parce que c'est l'un des éléments le plus régulier. Et il peut tirer justement le club vers le haut, il peut tirer sa défense vers le haut. S'il affiche des performances comme ça, forcément autour, les autres sont obligés d'élever le niveau de jeu, comme on l'a dit. Surtout que c'est le seul qui a de l'expérience. Le niveau, on peut supposer que Sadibou Sané il l'est, mais il ne connaît pas ce niveau-là, on ne l'a jamais vu évoluer. Yegbe vient d'un championnat étranger. Fischer, si tu prends le gardien, c'est aussi un joueur qui découvre la Ligue 1. Kwao, son expérience à Ligue 1, elle est très modeste et elle était plutôt manquée. Donc on est en recherche de joueurs qui ont ce bagage d'expérience. Et c'est le seul actuellement qui l'a. C'est dire l'importance qu'il a et c'est dire le côté dramatique que pourrait avoir cette défense si lui devait être blessé. En tout cas, il y a un autre secteur de jeu très important forcément auquel toi, Rémi, tu veux parler dans tes tops. Ouais, moi c'est le milieu de terrain parce que si on regarde la sinistrose de ce classement ou des matchs contre le Havre et Marseille qui sont vraiment des matchs où tu n'as pas grand-chose de positif à en tirer, à l'inverse des matchs précédents, j'ai l'impression que cette équipe est quand même fournie en milieu de terrain. Je parlais justement de la défense où on manquait un peu d'expérience. Là, tu as du Stambouli. On a vu l'importance qu'il avait, d'autant sur les derniers matchs où il n'était pas là. Boubacar Traoré, quand tu le recrutes quand même, c'est quelqu'un qui est censé te tirer vers l'équipe vers le haut. Il l'a fait de temps en temps. Il n'y a pas les matchs à niveau très égal, mais compliqué récemment. On a vu quand même quelque chose de temps en temps de Minguet, qu'on n'a pas envie de voir arrière-gauche, mais qui est quand même un joueur dont le niveau médian est plutôt pas mal. Et tu peux ajouter, moi j'ajouterais même Gauthier Hein à ce niveau-là, et puis dans une moindre mesure Alpha Touré, qui est le petit jeune qui peut, s'il y avait une dynamique positive, qui peut... Voilà. Dans un football aujourd'hui, où le milieu de terrain est assurément le secteur du terrain le plus important, on a vu il y a 2 ans, il y avait un manque criant de niveau, d'expérience à ce poste-là. Je trouve que là, le matériel, il est là, quoi. Donc forcément, ça ne marche pas énormément depuis le début de la saison. Mais parmi les motifs d'espoir, j'ai ce réservoir-là, parce que c'est un réservoir auquel je crois, sur le potentiel offensif. Quand Diallo n'est pas là, on est obligé de mettre un gamin de 16 ans. Voilà, je me pose plus de questions. Ou de ressortir à Soro, vous êtes tout content quand il marche un but en amical parce que vous y voyez une solution. Je me pose énormément de questions sur ces postes-là. Dans le milieu de terrain, même si ce que je vois n'est pas extraordinaire depuis le début de la saison, j'ai de l'espoir parce que je me dis que le potentiel, il est là. C'est surtout que c'est un milieu de terrain qui n'a pas perdu en valeur depuis la saison dernière. Alors la défense a totalement changé, le gardien tu l'as changé. En début de saison tu ne savais pas vraiment à quoi t'attendre de Jonathan Fischer. Là c'est encore un peu compliqué parce qu'il sauve des déroutes, mais malheureusement il encaisse aussi beaucoup de buts. Bon, il n'est pas fautif, hein, je ne le pointe pas du doigt. Mais là c'est clairement un secteur de jeu. Voilà, on se disait peut-être que Benjamin Stambouli était un peu trop âgé pour cette Ligue 1, parce qu'avec Reims ça n'avait pas marché. Que Deminguet, si Strasbourg ne l'avait pas regardé, c'est qu'il y avait une raison. Finalement c'est des joueurs qui aujourd'hui ont leur place de titulaire à Metz. Boubacar Traoré, c'est clairement une recrue qui vient d'Angleterre et qui peut apporter quelque chose et qui l'a fait quand même un petit peu. Donc c'est vrai qu'on est plutôt content de ce milieu de terrain. Alors évidemment, on en attend un petit peu plus, mais on en attend un petit peu plus de toute l'équipe, j'ai envie de dire. Et Stambouli, je pense qu'il a déjà fait taire les sceptiques, parce que, comme tu as dit, Rémi, aujourd'hui il manque, quoi. Et il a manqué 2 matchs et tu l'attends. Et je pense aussi, pour aboyer un petit peu, c'est ce qui manquait à cette équipe. Et pas sûr que ce soit les profils faits pour ça dans tous ceux qu'on a vus. Stambouli, lui, par contre, il répond à ces critères-là. Ouais, je pense que Stambouli, c'est vrai qu'on
on l'attendait pas forcément à ce niveau-là. Et puis moi, personnellement, j'ai été surpris du niveau auquel il affiche, que ce soit même sur ou en dehors du terrain, parce qu'il faut le dire aussi, en dehors du terrain, c'est quelqu'un qui est un leader. Et on le voit même dans ses prises de parole, qui est très lucide, très réfléchi dans ce qu'il dit. Donc forcément, quand il n'est pas là le dernier match, ça c'est tout de suite ressenti. C'est tout de suite ressenti et c'est un élément fort pour moi dans l'effectif et dans la colonne vertébrale que Stéphane Le Mignan essaye de mettre en place avec justement Gbama derrière. Et on a un Gauthier Hein aussi devant qui peut aussi prendre de ça qui est entre les deux. Et Habib Diallo qu'on attend toujours, qui retrouve aussi son niveau là. Donc cette colonne-là, ça peut être un élément très fort pour le FC Metz. Mais c'est vrai que le milieu, c'est un milieu qui est très costaud. Je ne pense pas qu'en Ligue 1, ils n'ont pas envié à d'autres milieux, des équipes de notre championnat, entre guillemets, quoi. Alors comment expliquer le fait que justement on a peut-être un beau milieu de terrain, mais au final les défaites sont là. Est-ce que quand les trois sont 100% de leur forme, vous alignez les trois, vous n'en mettez que 2 et 1 sur le banc? Lequel des trois? C'est quoi pour vous l'idée, Rémi par exemple? Pour moi, le premier que je mets, c'est Stambouli. Moi, j'aimerais voir Stambouli, Traoré et Gauthier Hein, parce que j'aime l'inclure dans le milieu pour avoir l'envie de jouer. Et Deminguet arrière gauche. Non. Et Deminguet, effectivement, si tu veux bloquer, tu peux mettre Gauthier Hein un petit peu plus haut. Et voilà, tu as des solutions au milieu. Tu as la solution Alpha Touré, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui peut profiter de ça. Donc, les questions, elles sont bonnes. Elles sont vertueuses au milieu, alors qu'elles sont beaucoup plus dramatiques en défense quand tu dois chercher un arrière-gauche depuis des semaines, ou dramatiques en attaque quand tu dois trouver qui peut suppléer Habib Diallo. Voilà, au milieu, il n'y a pas de problème. Le problème, il est là, puisque le constat est là. Pour autant, j'ai l'impression que tu bats pas Angers parce que tu n'es pas capable de mettre le deuxième but. Tu perds à Monaco parce que tu en prends 5. Alors que tu es presque en mesure d'en mettre 3, je n'ai pas l'impression que c'est le milieu de terrain qui s'est fait noyer. Mais pourtant, on dit souvent que c'est le milieu, le métronome, ce qui... Stambouli est le métronome. S'il n'est pas là, le métronome, il est largement rouillé du côté du FC Metz, parce que personne ne le remplace. Deminguet, il a des qualités, mais il n'a pas cette expérience-là, il n'a pas cette intelligence de jeu-là. Il est le seul à l'avoir. Donc lui, il est vraiment essentiel. Après, pour le reste, voilà, on peut discuter. On a parlé de la défense, du milieu. Parlons de l'attaque maintenant avec toi, Aymeric. Il y a un joueur frisson que tu veux mettre en avant. Ouais, parce qu'on parle de satisfaction. Malheureusement, on ne l'a pas assez vu, mais Titaishvili, et Rémi sera d'accord avec moi, c'est le joueur qui, je pense, doit avoir sa place justement dans cette attaque-là. On sait qu'il est fait pour être ailier droit, c'est là où il a eu les meilleures possibilités. Alors, il y a eu des défaites, mais ça s'est vu à Lyon, et c'est typique le genre de joueur qui, si on veut voir son potentiel, il faut le faire enchaîner les matchs. Il y a des connexions à trouver avec Gauthier Hein, à trouver avec le milieu de terrain, à trouver avec l'attaquant. Moi, je suis persuadé que c'est un joueur sur qui il faut se baser. Là, on voit 7 matchs, mais il est rentré... remplaçant assez souvent. Il a disparu un peu des radars comme Abouachvili, parce que, comme on l'a dit, si tu n'as pas le niveau technique dans un premier temps pour la Ligue 1, il faut que tu aies de l'engagement. Abouachvili, il a mis de l'engagement, Titaishvili a mis de l'engagement, et même en tant que latéral gauche, moi j'étais surpris contre Strasbourg, il avait largement fait le travail. Après, ouais, c'est sûr que quand tu remontes tout le terrain, quand il faut aller dribbler, avoir la lucidité, c'est peut-être un peu plus compliqué. Cette lucidité-là, je pense qu'il faut en prendre soin en le mettant justement à son poste, et quand je l'ai vu évoluer à son poste, que ce soit en préparation ou que ce soit sur les quelques matchs, c'est là où il m'a vraiment fait plaisir, et je pense vraiment qu'on tient quelque chose avec ce joueur-là. J'ai juste du mal à comprendre pourquoi il a un peu disparu des écrans radars. Donc top, pas vraiment, parce qu'il n'a pas eu le potentiel pour s'exprimer, mais comme peut le dire pour le joueur, moi j'y crois à ce joueur-là. Parce que Yannis, c'est sûr, c'est frustrant de voir un joueur comme ça qui, au final, ne joue pas tout le temps et puis pas à son poste, alors qu'on sait qu'il a une vraie patte gauche. Et souvent, quand on l'a vu côté gauche, latéral gauche, il arrivait toujours à faire une différence, à crocheter, ce qui faisait qu'il était sur son mauvais pied, le pied droit. Alors que s'il est droit, rentrer sur son gauche, il peut rentrer 1 ou 2 enroulés. C'est ça qui aurait été intéressant à voir. C'est un joueur de qualité. Hein. Il a montré sur certaines séquences dans différents matchs. Pour moi, oui, il faut de la constance, il faut de la régularité. Il faut enchaîner les matchs. Et lui, malheureusement, il ne les enchaîne pas, les matchs. Un coup, c'est remplaçant, un coup, il rentre en jeu. Et puis, ce qui est frustrant, c'est que tu n'as personne qui est en titulaire indiscutable à son poste-là. Une fois, c'est Bokele, une fois, c'est Hein, une fois, c'est Savali. À un moment donné, voilà, on fait trop de... Après, c'est mon humble avis. Il y a trop de rotation, je pense, offensivement pour créer quelque chose. Donc, forcément, lui, à un moment donné, tu peux pas être performant quand tu n'enchaînes pas pleinement. En plus, c'est un nouveau joueur, c'est un nouveau pays, un nouveau championnat qui est très relevé. Et si tu n'enchaînes pas, c'est compliqué. Donc forcément, on va t'attendre au tournant.
Et aujourd'hui, oui, on se pose beaucoup de questions. Où est Tchitchaïsvili? On n'arrive pas à créer une dynamique d'attaque aussi parce que ça change à chaque fois. Exactement, on n'arrive pas à créer une dynamique d'attaque. D'ailleurs, on va en parler après avec les flops, mais c'est vrai que c'était le secteur où je suis un peu déçu parce qu'on a quand même du potentiel aussi devant. Il y a des joueurs de qualité, mais un joueur comme Tchitchaïsvili, on aimerait bien le voir plus et sur du long terme qu'il enchaîne un petit peu plus les matchs en tant que titulaire, parce que bon, quand tu rentres 20 minutes en jeu, c'est beaucoup plus difficile. Mais on espère le voir un peu plus titulaire et voir vraiment ce qu'il peut donner. Évoquons justement maintenant vos flops, avec donc forcément c'était un peu plus facile forcément quand on est dernier de Ligue 1. Un peu plus l'embarras du choix, quoi. Franchement, vous m'avez dit plus facilement 3 flops que 3 tops au début. Donc on continue avec toi, Yenny, justement, qui veut nous parler de façon globale de l'atmosphère qui tourne autour du FC Metz. Ouais, moi je trouve que c'est un très très gros flop parce que aujourd'hui je pense que l'atmosphère est un peu négative autour de ce club-là. Je parle d'une généralité. Ça a commencé avec les supporters déjà très tôt dans la saison. Ils ont sifflé, ils ont montré leur mécontentement, et ce qui est légitime et ce qui est compréhensible aussi. Parce qu'à un moment donné, faire toujours les mêmes saisons où tu t'attends à ce que ça progresse, mais au final ça stagne. Donc forcément, ça ramène une atmosphère un petit peu négative. Et au niveau du club aussi, je trouve que la communication et le dialogue en fait auprès des supporters, est-ce que ça a cassé ce lien-là? Parce que c'est un lien déjà qui était très fragilisé. Déjà même moi quand j'y étais, c'était très fragile. Donc aujourd'hui, est-ce que le lien-là s'est vraiment rompu dès le début de saison? Est-ce que entre le club et les supporters? Donc c'est une atmosphère qui est très pesante, très lourde autour de ce club-là. Donc c'est pas facile de vivre là-dedans. Après, on a un club aussi qui veut se stabiliser financièrement. Donc on attend beaucoup de recrues, on attend des joueurs confirmés, mais qui ne viennent pas. Aujourd'hui, comme on voit le mercato d'aujourd'hui, pour moi c'était une catastrophe parce que là on n'a pas les joueurs qu'on veut, ou on les a très très tardivement. Donc voilà, on peut comprendre que le club veut de la stabilité à cause du fair play financier ou veut se stabiliser financièrement. Quand d'autres clubs qu'on sait aussi, comme Montpellier, on peut en citer plein, Caen, Guingamp, qui n'arrivent pas à remonter, Metz a cette chance-là de pouvoir le faire à chaque fois qu'ils descendent, avoir cette régularité pour monter. Mais malheureusement, ça reste un flop parce que la régularité, on ne l'a toujours pas en Ligue 1. Et ça fait grincer des dents autour du club et ça fait grincer des dents autour des amoureux du FC Metz. Et cette atmosphère-là, je l'aime pas, je trouve qu'elle est très très négative et je mettrais ça en flop. Justement Rémi, j'ai l'impression qu'en fait on a vraiment depuis 15 ans les mêmes débats. Depuis 20 ans, les mêmes débats, mais pas forcément les mêmes mots. Moi j'ai envie de dire que l'atmosphère, elle a beau être mortifère, les gens y viennent. C'est ça qui est fou. Regardez l'attrait que suscite un club qui a des résultats quand même très décevants en Ligue 1, quasiment exclusivement différents, à part 1 ou 2 saisons d'exception. Les gens viennent au stade. Moi, les gens sifflent, je leur accorde largement le droit de gueuler. Je veux dire, ils ont le droit d'exprimer un mécontentement par rapport à ce qu'ils voient et par rapport à ce qu'ils ont envie d'espérer. Et l'ambiance mortifère, pour moi, elle a été soulevée avant même le premier match de la saison par le président Serin lui-même. Et je vous l'ai déjà dit ici, quand il est venu expliquer, juste après que tout le monde se soit extasié, parce que Gauthier avait marqué un but de 200 mètres de distance et qu'on avait remporté un match de barrage extraordinaire sur le plan de l'émotion, quelques jours après, il vient nous expliquer qu'on ne pourra pas avoir une équipe compétitive parce qu'on a 20 millions à trouver, parce que financièrement... Bon, premièrement, on n'est pas les seuls, et deuxièmement, tu as le droit d'avoir un message un peu positif en disant on va se battre. Et je trouve que, je ne suis pas d'accord avec Yenny, le mercato a été quand même porteur d'espoir. Et c'est pour ça que mon flop, Stéphane Le Mignan, est aussi en rapport avec ça. Je trouve qu'il a des outils, pas pour figurer dans le premier tiers du classement, mais pour faire mieux que d'autres clubs. Et donc cette ambiance mortifère, cette atmosphère, elle est pas amenée par le public, parce qu'ils viennent, parce qu'ils demandent qu'une seule chose. Ce public-là, il est facile à retourner. Et vous lui mettez un frisson, vous lui mettez un petit Tchitchaïsvili qui met un doublé, laissez-moi vous dire que ça y est, c'est parti. Ça part en 2 secondes. Moi, j'ai le souvenir on en parlait tout à l'heure, Yenny était sur le terrain, le mois d'août, quand il y a Krivets, Falcon, qui a une sorte d'émulation, il y a 2-3 matchs qui sont gagnés. C'est pas une équipe extraordinaire, mais on avait l'impression qu'on allait jouer la Ligue des Champions. On avait fait que 3 matchs. Parce que c'est ça, le public de Saint-Symphorien. Et l'atmosphère, malheureusement,
elle est pesante, parce qu'il y a un ras-le-bol, parce qu'il y a une lassitude, parce que ça commence à faire longtemps. Et moi, j'ai peur que ça dure plus. Parce qu'à un moment donné, les gens qui ont vécu des grands frissons, ils sont de plus en plus rares. Et les abonnés sont peut-être de plus en plus lassés. Et l'autre, c'est que quand je vois des jeunes comme toi, par exemple, qui ont appris à aimer le FC Metz dans une période qui n'était pas la mienne, où moi c'était facile, on était deuxième du championnat et on jouait la Coupe d'Europe. Bon, voilà. Moi, je regardais Yeni jouer aussi. Non, mais c'est... Et ouais, moi je te rejoins en tout cas pour conclure sur l'atmosphère un peu pesante. C'est dommage, parce qu'on a un club qui joue en Ligue 1, qui essaie de jouer au foot, bon, sur les premiers matchs de la saison, qui joue Marseille, Paris, Lyon, Monaco, Lille. Enfin voilà, quoi, c'est ce qu'on a envie de voir. Et une fois sur deux, une année sur deux, tu joues Rodez, Martigues, Pau. Voilà. Donc c'est pour ça, voilà. L'atmosphère est particulière. C'est ce que je disais, c'est très pesant. Et puis on l'avait vu il y a quelques semaines où les réactions des supporters, il y a forcément un ras-le-bol parce que chaque année, tu t'attends à autre chose et au final, tu as toujours la même histoire, en fait, le même schéma répétitif chaque fois. Donc à un moment donné, on n'apprend pas de nos erreurs. Et même si, je dois dire que Bernard Serin, quand même, a beaucoup investi aussi au sein du club, Oui, mais il a beaucoup investi d'accord, mais il peut peut-être aussi investir intelligemment. Et c'est peut-être aussi le problème des dernières années où souvent, au final, on voit les recrutements qui sont différents, mais on voit toujours des relégations. Oui, toujours, c'est sûr. Mais après, je pense qu'il a ramené aussi une certaine stabilité parce que, comme j'ai dit, il y a beaucoup de clubs qui se noient en Ligue 2, qui n'arrivent plus à faire les remontées. Metz le fait assez souvent, donc il y a forcément une certaine stabilité. Et maintenant, c'est vrai, ça fait des années qu'on le répète, il y a beaucoup d'erreurs qui sont faites, peut-être au niveau du recrutement, peut-être, je ne sais pas, je ne suis pas dans les bureaux, mais il y a beaucoup d'erreurs qui ont été faites qui font qu'aujourd'hui, on a du mal à se stabiliser en Ligue 1. Et ça, pour moi, c'est un très très gros flop, parce qu'avec toutes ces années où on a réussi à remonter après une descente, normalement, on devrait être ancré en Ligue 1, quoi. Donc c'est pas normal que le FC Metz soit toujours comme ça. Et puis c'est ce que je rejoins Rémi aussi, le ras-le-bol des supporters à un moment donné, ça se ressent. Et puis il y a peut-être une cassure, le lien entre les supporters et le club. À un moment donné, ça va plus marcher. Aujourd'hui, ils sont encore là et tant mieux pour nous. Le jour où il y aura un stade vide. Exactement. Ça va faire mal. Parce que en fait, le problème, c'est que la situation du FC Metz aujourd'hui, ça tient sur un fil. Après, tu vois le verre moitié vide ou moitié plein pour l'expression, mais c'est un club qui n'arrive pas à exister en haut, mais c'est un club qui ne disparaît pas non plus. En fait, ça dépend comment tu regardes cette situation, mais si elle tient aussi et si elle peut exister encore un peu, c'est parce que tu as des stades qui sont pleins aujourd'hui. Alors, c'est un peu un miracle, hein, comme tu l'as dit, Rémi. C'est vrai que t'as pas beaucoup d'équipes. Et tu vois, l'année dernière, l'affluence, elle était bien plus haute que toutes les autres équipes. Cette année, contre Marseille, c'est 94-97% de stades pleins. Tu fais, c'est fou quand même. Alors oui, parce qu'il y a Marseille en face, machin, si vous voulez, mais c'est des gens qui sont là quand même en hiver quand il fait moins 50 dans la tribune, même s'il y a moins de monde, que ce soit en semaine, que ce soit en week-end, que ce soit le lundi soir, ils essayent de venir quand même. Le jour où il n'y aura plus ce public-là, ce sera peut-être un point de non-retour pour le FC Metz qui peut se vanter d'avoir ce genre de personnes et d'exister aussi grâce à ça. Des erreurs, on en a parlé et on en parle aussi avec Stéphane Lumignans, le coach, qui peut-être en fait certaines selon toi, Rémi. Moi, c'est mon flop. Alors pour que ce soit un flop, il a fallu que j'ai des attentes. J'avais des attentes parce que les promesses, il les avait converties en Ligue 2. Alors certes, le FC Metz n'avait pas dominé le championnat, hein. Il a fallu le bout du bout d'un match de barrage pour monter en Ligue 1. Mais je trouve qu'on est obligé de se poser la question aujourd'hui de Stéphane Lumignans, de savoir s'il est l'homme de la situation. Parce que la question, elle est toute simple. Moi, je me dis, est-ce qu'avec un autre coach et le potentiel et l'équipe, même si elle n'est pas dense, mais pour moi, c'est un effectif de qualité, est-ce qu'un autre coach aurait fait mieux que 2 points en 7 matchs ? Moi, je retourne la question dans tous les sens, je pense que oui. Je pense que oui, et j'ai des faits... Je suis pas d'accord à côté de toi. Pas sûr. On ne pourra jamais être sûr. Oui, non, mais en tout cas, tu as quand même beaucoup d'éléments qui sont externes aux sportifs qui sont arrivés. Voilà. Ça, c'est simplement insupportable parce que c'est à chaque fois ce qu'on va dire du coach du FC Metz. Ah oui, mais il n'a pas de chance. On n'a pas de moyens. Ah oui, mais il n'y a pas de densité. Ah oui, mais il n'y a pas fait le recrutement. Attends, on lui a mis dans son effectif Bouba Traoré, Habib Diallo. On a conservé Gauthier Hein. On a un joueur comme Gama qui est compétitif. Ah, mais je suis désolé. Est-ce qu'il y peut quelque chose s'il marque un but sur ces matchs depuis le début de la saison? Est-ce qu'il peut quelque chose s'il y en a un qui fait grève et si l'autre il se blesse ce machin et s'il n'a pas de latéral gauche et tout? Il peut quelque chose quand il ne trouve pas une solution de latéral gauche et qu'il en a encore essayé de minguer aujourd'hui alors qu'il y a eu 7 matchs, il y peut quelque chose. Quand il donne le brassard de capitaine à Gauthier Hein, qui doit avant tout se concentrer sur
sur sa carrière personnelle, avant de penser au groupe, moi je pense que ce brassard, c'est une erreur de l'avoir donné à Gauthier. Je l'avais dit dès le début de la saison. Quand il met 87 minutes à faire un changement, que l'équipe, il n'y a aucun changement tactique, on voit que ça ne fonctionne pas, c'est de sa faute. Quand l'intention de jeu contre Strasbourg, le premier match de la saison, elle est résolument défensive, alors que joue une équipe de Strasbourg qui avait tout à construire. Alors on a vu qu'il carbure. C'est la même équipe de Strasbourg. Mais c'était la première journée de championnat. Donc pour moi, dire simplement Stéphane Le Mignon, c'est pas de sa faute, c'est l'effectif, c'est le FCMS, on est trop pauvre, on se trompe. Je te dis pas que c'est pas du tout de sa faute. Il faut lui donner des responsabilités. Je dis pas qu'il faut le dégager demain, mais je te dis que à un moment donné, Philippe Inchberger humainement, c'est quelqu'un que moi j'adore. Mais c'est quelqu'un avec qui on a trop attendu. On a vu que quand Fred Hans est arrivé, il y a eu un petit déclic. Alors certes, il avait un vestiaire qui était un peu compliqué, donc c'est parti un petit peu en vrille après. Mais lui, dans son effectif, il avait Bidzevach, il avait Assoue Koto, il avait Florent Mollet, il n'a pas su l'utiliser, il avait Nolan Roux, il avait Mathieu Dossevi. Et on a mis du temps à se rendre compte qu'il pouvait peut-être faire mieux. Et j'ai peur qu'on en arrive à ce point avec Stéphane Le Mignon. Donc aujourd'hui, dire c'est pas de sa faute, c'est pas rendre service au club. Parce qu'à un moment donné, il y a un coach qui est responsable, qui doit insuffler quelque chose. Bon, je ne dis pas que tout est déjà jeté, parce que j'étais le premier, quand on perd 3-0 contre Lyon, de dire « Ouais, mais on a tenté des trucs, on a joué au foot, et à un moment donné, ça va payer. » Enfin, contre Monaco... Aujourd'hui, si tu le remplaces, ça va être le même problème. Si le coach avec qui je remplace, il n'a pas de résultat, il va dire « Ouais, mais il n'a pas fait la prépa, c'est pas ses joueurs, c'est pas son groupe, c'est pas son machin. Ouais, » Aujourd'hui, avoir un entraîneur capable de tout révolutionner, dans les moyens du FCN, je suis pas sûr que tu en aies un sur le marché aujourd'hui. Parce qu'il y aura, mais si tu ne cherches pas, tu ne vas pas le trouver. Parce qu'il y aura toujours des gens comme toi qui vont trouver des excuses parce qu'on n'est que Metz. Je suis fait pour ça. Mais parce qu'il est là le problème. Parce que ce qu'on a vu contre Le Havre et ce qu'on a vu contre Marseille, alors certes, ce n'est pas les mêmes adversaires, mais c'est insipide. Et là, on a l'impression qu'il a trahi ses principes de jeu ou alors qu'il n'arrive plus à les insuffler à son groupe. Et ça, c'est de sa responsabilité. C'est pas de sa faute si il est obligé de mettre Maggio en attaque parce que Diallo il arrive que le 31 août et que Gay on n'a pas trouvé de porte de sortie. Me permet de rebondir. Ça, je le conçois. Mais il y a pas mal de choix et je pense que j'ai fait une liste assez exhaustive. On peut continuer pendant une demi-heure si vous voulez. Qui font que ce gars-là a des responsabilités. Il est peut-être l'homme de la situation, mais il faut qu'il le montre et ça devient urgent. Justement, Emeric, tu parlais de Diallo. Emeric, c'est ton flop aussi, Habib Diallo. Alors, il a aussi certaines circonstances atténuantes. Qu'est-ce que tu veux rajouter justement? On en a parlé tout à l'heure. Justement, pour faire la passerelle, en fait, tu as un coach, alors ça fera peut-être partie des fameuses excuses que je me trouve, mais ça reste un coach qui n'a jamais évolué à ce niveau-là et qui doit apprendre. Habib Diallo, il va peut-être falloir aussi, si tu veux avoir de la qualité, mais Habib Diallo, c'est un joueur qui est arrivé. Et en fait, dans la déception, oui, il y a les circonstances, mais en fait, moi, ce qui me dérange un peu, c'est dans le discours qu'il a eu dans sa conférence de presse de présentation. On ne veut pas parler du passé, on ne veut pas parler de ce qui s'est fait avant, que ce soit dans un très court terme ou à moyen terme. C'est maintenant, c'est ambition, c'est tout de suite, c'est marqué. Sauf que, en fait, je ne ressens pas ce Habib Diallo-là sur le terrain aujourd'hui. Je ne le trouve pas encore assez décisif, je ne le trouve pas... Alors oui, il va pas avoir beaucoup de ballons dans certains matchs. Les occasions, elles vont se compter peut-être sur les doigts d'une main. On l'a vu qu'il peut être très efficace comme face à Monaco. Mais moi, j'en attends un petit peu plus d'un joueur qui, justement, ne voulait pas utiliser une quelconque excuse pour quoi que ce soit. Et aujourd'hui, sur le terrain, on se rend compte que c'est un peu plus difficile pour lui. Et même en tant que meneur d'hommes, je pense que c'est un joueur qu'il faudrait qu'on entende un peu plus souvent. Moi, je sais que là, depuis là, le début de la saison, je ne l'ai pas une fois... Enfin, je l'ai quasi pas vu en zone mixte, quoi. Surtout quand ça va mal. Aujourd'hui, c'est ce genre de joueur aussi qui doit venir et qui doit dire ouais, aujourd'hui c'est compliqué, c'est galère, que ce soit même pour moi. Ça doit faire partie d'un cadre aussi. C'est vrai que c'est un joueur d'expérience. C'est pour ça qu'il est venu. À un moment donné aussi à Metz, c'est un capitaine, c'est un élément fort aussi de l'effectif. Surtout que lui, comme tu as dit, il a été capitaine. Il sait ce que c'est. Donc aussi prendre ses responsabilités aussi à ce niveau-là, Habib. Mais je pense qu'il a les capacités. Après, il a fait que 4 matchs. Donc, je pense qu'il faut lui laisser un petit peu le temps aussi de s'acclimater. C'est vrai qu'il est arrivé dans une situation qui est très très compliquée, où Metz n'a 0 point tout simplement. On n'attend pas de lui d'être le sauveur parce qu'il a besoin aussi des joueurs autour de lui qui soient performants. J'aimerais bien aussi que Gauthier élève aussi son niveau de jeu pour qu'il lui serve des super bons ballons. On a parlé du milieu de terrain qui est un élément le plus positif en gros de ce début de saison, qui peut aussi lui fournir aussi des très bons ballons. Donc je pense qu'autour de lui, il a besoin aussi de toutes ces personnes-là qui élèvent leur niveau de jeu pour que lui puisse briller aussi. En fait, lui, il a une pression supplémentaire, c'est que tu sais que derrière, il n'y a personne. C'est ça. Personne, entre guillemets, je ne dénigre pas Bryan Maggio, mais voilà, on l'a dit, c'est 17 ans, il faut qu'il apprenne lui aussi, qu'il ne grille pas les étapes. Aujourd'hui, si tu n'as pas ce genre-là, c'est compliqué. Mais il avait plutôt bien démarré. Le match contre Angers, certes, il rate un penalty.
mais j'avais trouvé qu'il s'était rendu disponible. C'est lui qui amène le corner, qui amène l'ouverture du score. Contre Monaco, il a une occasion, il la met. Bon, après, c'est pas de sa faute si le club perd 5 buts. Et c'est vrai que contre Le Havre et contre Marseille, alors certes, il n'a pas été servi, mais je pense qu'il n'a pas donné les solutions pour qu'on le serve idéalement aussi. Et il doit le faire. Le FC Metz, en tout cas, n'a plus le temps. Et nous non plus, on va passer justement à l'action suivante. Je sais qu'il y a plein de flops, mais il faut enchaîner, les amis, par la dernière partie, le temps additionnel. Et donc pour cette dernière partie, on va jouer, les amis, avec un petit jeu. Donc je vais vous donner un match du FC Metz et vous allez devoir, chacun votre tour, me citer le 11 titulaire ainsi que les 3 remplaçants qui sont rentrés au cours de ce match. Et donc le premier qui craque est éliminé. Et donc avant de vous donner le match, celui qui commence, c'est celui qui est capable là tout de suite de me donner le score de ce match. C'était Lille-Metz le 9 octobre 2014, le premier match de Yenny Nbakoto en Ligue 1. Quel score c'était? Dépêche-toi, s'il te plaît. 1-0 pour Metz? Non, on est perdu. Enfin, aucun de vous deux. Bon, je vais donner la main à Emeric. C'est un match nul. Emeric commencera 0-0. C'était un 0-0, les amis. Vous étiez bien dominé, effectivement. J'ai vu les stats. Vous aviez tiré 2 fois et Lille 13 fois. Donc, t'avais été titulaire sur le match en plus, non? Yenny Nbakoto, du coup. Donc, Emeric qui commence. Alors, Yenny Nbakoto, c'est bon. Yes. Rémi, on va faire tour de table. Rémi. C'est 2014, hein, t'as dit le. Exactement. Bussmann. C'est bon. Purée. Il a joué tout seul. J'ai joué. C'est sûr que t'as joué? Grasse. Qui ça, pardon? Carasso. Oui. Johan. Chopin. Oui. Métanir. C'est bon. Il nous en manquait en défense. Bouna. Bouna a joué en 10, effectivement. Ouais, putain. Rocky. Romain Rocky, c'est bon. Milieu de terrain. Fauvergue. Élimination de Rémi, allez-y. Fauvergue n'est pas bon. Yenny, à toi d'enchaîner. Kev Lejeune. Kevin Lejeune. C'est pas bon. Il est même pas rentré. Il y était pas. C'est vrai qu'il est remplaçant aussi. Il était remplaçant. Attends, il nous manque. Et il n'est pas rentré en cours de jeu. C'est un des rares matchs qu'il n'a pas joué. C'est qui ton attaquant à ce moment-là? Emeric, est-ce que tu es capable d'enchaîner? 2014. Je sais pas si c'est lui un tac. On a le numéro dans l'émission. Alors, et si vous voulez, il nous reste un défenseur, un milieu, un attaquant et les 3 remplaçants qui sont rentrés en cours de jeu. Falcon. Marshall. Il a Juan Emmanuel Falcon. Il a évoqué le nom tout à l'heure en plus. J'en ai parlé après Crivette, c'est tout. Ouais. Oui, c'est pour ça que je me suis dit. Peut-être Crivette s'il est rentré, non? Ouais, Emeric remporte ce quiz, mais est-ce que Rémi, tu peux continuer? Est-ce que tu as d'autres joueurs? Crivette, ouais. Crivette, c'est pas bon. Marshall, tu l'avais dit. Il n'était pas arrivé. Il a été cité à Marshall. Il a été cité? Je viens de le dire, Marshall. Ouais. Son compagnon de route. Du coup, Marshall Choplin, Métanir Bussmann. Marshall, c'est bon. Il manque un mec au milieu. Rocky. Kachi. Non, il est pas. Il a juste pas joué ce match. Il y a Marshall donc, que tu viens de citer, effectivement. Donc on a la défense. Donc, je vais vous dire qui a été cité. Non, Malouda, je ne suis même pas sûr qu'il était encore arrivé. Il est venu après, en janvier. Là, pour l'instant, vous avez cité Carasso, Bussmann, Choplin, Marshall, Métanir, Rocky au milieu de terrain. Il manque quelqu'un avec lui. Endo. Guiran Endo, effectivement. Guiran, bien joué. Bien joué. Il manque l'ailier. Alors, attaquant, il y a le 10, Bounassar. À droite, toi, Yenny. En pointe, Falcon. Et à gauche, il y a un attaquant. Je me souvenais plus de ce joueur. Si vous avez arrivé à me le retrouver. Kaprov. Non. Il n'a pas joué. Vraiment, vous le trouvez, vous êtes très fort. Hein. Il a très peu joué avec le FC Metz. Andrada. Non. Si je vous donne le prénom, je pense que vous trouvez. Fadil. Fadil Sido. Ouais, Fadil Sido est titulaire. Premier match du championnat. Il est titulaire milieu gauche. Et on n'a pas les remplaçants. Et vous n'avez pas les 3 remplaçants qui sont rentrés en cours de jeu. Alors je pense qu'il y en a 2. Il y en a 2, vous pouvez les avoir largement. Mais qui c'est, t'as dit? Non, il n'a pas. Il n'était pas là. Alors, un attaquant, un milieu et un défenseur. Si on est là, t'as pas Sassi et compagnie Non, c'est pas arrivé. Ils arrivent en janvier. Ils arrivent en janvier, ceux-là. Qui c'est au milieu de terrain. Un attaquant, un milieu. Alors, il y en a un qui était un défenseur, souvent comparé au grand Zlatan. Guido Milan. Bien sûr, comment j'ai pu l'oublier. C'est mon joueur préféré. Le grand Guido Milan. Guido Milan, il rentre en cours de jeu. Il aurait dû être titulaire.
Ah, bah, il y avait la défense. ça, ils ont pas pris de but, Marshall. Marshall, ouais. Cuido. Milieu de terrain, ivoirien. Ah, Cheikh, il est. Cheikh Doucouré. Ah, exactement. Il vient d'arriver, c'est vrai. Et un dernier, alors pareil, vous n'avez pas trouvé Fadil Sido, alors je pense que vous trouvez encore moins l'autre joueur. C'est l'attaquant. Ben, il me semble qu'il était attaquant, j'avoue que j'ai... Il me semble qu'il était attaquant. Je suis pas sûr du poste, c'est pas sûr. Est-ce que tu te souviens de Mamé Moussa Gueye? Oui, Moussa. Ah, il a été prêté à Serein après. Il était serein. Et il était prêté après, il exactement était à prêté Serein. à Serein. Ah oui, exact. Il rentre en cours de jeu. Alors franchement, j'ai vu la feuille de match, je me dis, c'est qui? Je me souviens plus Ouais, du c'était tout le de ce joueur. première journée de championnat. C'est ça, c'est Parce ça. qu'après, il y a Krivets qui arrive. Exactement, il y a tous les Tu fais combien? transferts, Parce que je j'ai fais match 0-0. nul, mais. Alors justement, le 0-0, je l'ai dit tout à l'heure, Ah ouais. c'est vraiment un match dominé. On peut voir la composition juste ici, donc un 4-2-3-1. Bon, ce match, vous avez été ultra dominé, mais vous en sortez. Vous avez été ultra nul. Non, je me rappelle on avait pris, c'était très très Vous dur. aviez pris un bouillon parce Ouais, que on je a vais pris un ressortir, bouillon, je vous donne juste quelques stats. 67% de possession pour Lille, 13 tirs à 2. Alors par contre, ça va moins bien, ça. ils ont cadré que 2 tirs Lille, Metz un seul. 23 fautes pour Metz, un petit carton jaune. Quel carton jaune. Mais c'était ton premier match, Yeni, Ouais. tu te souviens donc Ouais, un ouais. petit peu, j'imagine que tu étais content de jouer quand même en Ah oui, Ligue 1 non. après ces 2 accessions. Ah ouais, non, c'était un moment fort, surtout que c'était une bande de potes, en fait, notre génération qui avait gagné la Gambardella. Donc forcément, quand on était descendu de national et qu'on a, entre guillemets, repris l'équipe où tout le monde était monté en professionnel, quand on fait Ligue 1, la montée de national en Ligue 2 et Ligue 2 et Ligue 1, c'est un moment fort, même si je ne me rappelle pas du 11 de départ. Il n'y a Mais, pas de score, pas de 11, pas de remplaçant. mais non, c'était un moment exceptionnel. Ouais, franchement, quand on est jeune joueur et qu'on débute au centre de formation et qu'on arrive à faire monter le club en Ligue 1, c'est des... C'était Des émotions. avec Albert Cartier, vous terminez malheureusement 19e cette saison-là avec 7 victoires, 9 nuls Ouais. et 30 petits points. Qu'est-ce que vous vous souvenez, messieurs, qu'est-ce qui manquait à cette équipe justement Des points. dans cette année-là Des où points, des victoires. franchement c'était le feu sacré, c'était le retour du FC Metz en Ligue 1. Je pense que Yeni connaissait pas assez bien ses coéquipiers. C'était juste une question d'adaptation. Non, je m'en souviens un peu. Je pense qu'on avait quand même assez bien débuté le championnat C'est ça. jusqu'en décembre, où après on a eu un vrai gros trou. Et après on a enchaîné, je pense, il me semble que c'était plus de 10 matchs sans... Oui, il y a une période où vous avez eu saison. du Voilà, mal. on a eu vraiment du mal. Mais je pense que le début de saison était réussi. Et après on a eu un gros... Le match contre Lyon notamment. Ouais, notamment le match contre Lyon, on a été très bon. Et après, en deuxième partie de saison, c'était une catastrophe parce qu'on perdait beaucoup de points. Et voilà, c'était assez compliqué. C'était assez compliqué. Mais en tout cas, parfait, messieurs. Merci Aymeric, grand vainqueur de ce quiz. En premier, s'il te plaît. Parce qu'il a commencé tout simplement. Merci Rémi, merci Yeni, merci à tous de nous avoir suivis sur Moselle TV et à très vite.